Bon, bonjour à tous. Chers messieurs les ministres, bon, dans ce cas, cher monsieur Charles Armel Duban, bonjour à toute l'audience distinguée. C'est un honneur aujourd'hui de parrainer au nom de l'OIDEL ces colloques de haut niveau avec trois ministres et différents partis. Bon, dans ce cas, de deux ministres, un ministre, on verra, de haut niveau avec des différents partis du continent de l'Afrique, un continent vaste, complexe, hétérogène et toujours intéressant. Nous avons dû vivre dans un contexte compliqué, peut-être un carrefour de l'humanité, guerre, pandémie, changement technologique, anthropologique. Et dans un contexte tendu et désespéré comme l'actuel, nous perdons souvent l'importance d'une approche républicaine des affaires publiques. Pendant des années, nos ancêtres, pas seulement en Grèce, mais aussi autour d'un café à Tunis, de Dante au Burkina, les citoyens se sont réunis pendant des années pour discuter les apprentissages à retenir du passé et comme ceci sert au présent. Parfois, notre réalité rapide, agitée, mercantiliste, perçoit ces échanges gratuits comme inutiles. Mais dans pas mal de communautés africaines, ainsi que dans l'ancienne Grèce, c'est à travers ces échanges que l'intelligence collective c'était évident et on découvre la meilleure expression de la nature humaine. C'est vrai, ces chemins à court terme n'est pas toujours les plus efficaces, mais efficacité et court terme ne riment pas toujours avec justice et humanité. Prenant tout cela en compte, on a la chance aujourd'hui de nous nourrir des échanges avec des personnes qui ont été responsables de l'administration dans différents pays de l'Afrique autour des différentes questions lancées pour Madame Aimé. C'est le troisième colloque des ministres autour des questions du Covid qu'on organise. Le premier fut un colloque entre anciens ministres européens. Le deuxième fut un colloque avec des anciens ministres de l'Amérique latine. Et aujourd'hui, nous sommes contents de célébrer ce colloque avec des ministres du continent africain. Cette crise semble toucher la fin, mais néanmoins, une crise de cette nature ne peut pas passer sans une réflexion collective qui permet de nous affronter meilleur l'avenir. Le Covid a provoqué la crise éducative plus grande que nous avons connue, une crise à laquelle nous n'étions pas préparés. Cette crise a mis en valeur les acteurs qui parfois étaient un peu oubliés, la famille, la communauté, les grands-parents, les villages. C'est important de réfléchir sur ces acteurs qui ont été les piliers de l'éducation pendant cette crise afin de penser l'avenir de l'éducation, pas seulement en Afrique, sinon aussi au monde. On espère que ces colloques, cet échange aujourd'hui avec des anciens ministres qui pourtant ont la capacité de réfléchir et s'exprimer plus librement, nous allons obtenir food for thought, des matières à réflexion pour mieux réfléchir à l'éducation en Afrique et au monde. Voilà, je m'étais déjà, et encore une fois, merci à tous, à toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes qui vont participer. Et j'espère qu'on va bien profiter de ces colloques. Et merci encore une fois. À vous la parole. Très bien, merci beaucoup Ignacy pour cette intervention, cette ouverture. Bon, je tiens tout d'abord, enfin en tout premier lieu, à partager avec vous tous mon bonheur avec ce colloque organisé à Comillas, qu'en plus j'ai l'honneur de modérer. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à son organisation et tout particulièrement la participation des anciens ministres qui sont avec nous aujourd'hui, ainsi que l'OIDEL et l'OIEC. Ce colloque s'inscrit dans le cadre du cycle de la Tribune internationale, géré par 3 départements différents de l'université, le département en relations internationales, celui sur la communication globale et traduction et interprétation. Et il faut également souligner la collaboration de la direction du master d'interprétation de conférences et de ses étudiants qui soutiennent cette rencontre sans qui elle ne serait pas possible. Un bonheur, comme je le disais, car j'estime indispensable que nous prenions plus conscience ici en Europe et en Espagne tout particulièrement, où nous sommes, où je suis, des inégalités qui existent sur notre planète et tout particulièrement quant à l'accès à l'éducation. Et je crois que cette réflexion qui a été commencée et qui a déjà abordé la situation
des impacts de la pandémie dans l'éducation dans différents continents est particulièrement importante et nécessaire aussi vis-à-vis du continent africain. L'Afrique a fait preuve d'une énorme capacité de réponse face à la pandémie de Covid-19. Plusieurs États africains ont réagi bien avant même que la Covid soit déclarée pandémie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avant tout reconnaître. Il est vrai aussi que l'Afrique a souffert des problèmes structurels qui conditionnent la vie quotidienne du continent. Et quand je dis problèmes structurels, je fais autant référence aux défis institutionnels des États africains, des problèmes de financement, des problèmes aussi d'assurer l'accès aux services sociaux basiques. Mais je fais aussi référence aux structures internationales qui freinent souvent la mise en place des stratégies défendues et demandées par ces États. Et je pense ici notamment aux entraves à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Je crois que ça, c'était une demande qui a été très vite mise sur la table par les États africains et tout particulièrement par l'Union africaine. Et je crois que la réponse internationale, a été absolument limitée et n'a pas répondu à cette demande et à ces attentes. Non, et je pense tout particulièrement que ces inégalités sont source de problèmes et d'instabilité, tant au niveau local qu'international, de là particulièrement l'urgence de les résoudre. Et aussi, bien évidemment, parce que c'est le futur des jeunes générations africaines qui dépend justement de ce soutien et cet objectif de lutte contre les inégalités. Et les problèmes que la pandémie a posés en Afrique en matière d'éducation sont directement liés à ces inégalités. Un reflet de ces inégalités est lié à celles-ci. Mais bon, ce n'est pas à moi de parler aujourd'hui. Nous avions originalement prévu d'avoir avec nous 3 orateurs exceptionnels pour aborder cette réflexion. Finalement, pour l'instant, si je ne me trompe pas, nous avons Monsieur Douban, mais pas Monsieur Koulibaly, si je ne me trompe pas. Donc, nous allons commencer la réflexion avec cet ancien ministre de la République centrafricaine, Charles Armel Douban. C'est vraiment un plaisir de pouvoir compter sur vous, de vous avoir ici en tant qu'orateur pour nous faire parvenir à partir de votre expérience, vos connaissances et ce qu'a été la réalité de la pandémie en République centrafricaine pour pouvoir analyser cette question et pouvoir avoir cette réflexion collective que nous souhaitons avoir aujourd'hui. Si M. Koulibaly se joint à nous finalement, je le présenterai en bonne et due forme. Avant de commencer, j'explique brièvement la dynamique du colloque. Nous avons 6 grandes questions. L'idée, c'était d'avoir un temps limité de 3 minutes à peu près pour répondre à ces questions. Peut-être que maintenant, Monsieur Douban, si vous voulez, on peut vous donner un petit peu plus de temps, peut-être jusqu'à 5 minutes pour avoir un peu plus de temps de vous étayer sur vos réflexions, parce que ce sont des questions complexes. Donc, déjà 3 minutes, ce n'était pas beaucoup. Et bon, et nous aurons finalement quelques minutes pour prendre des questions du public via le chat. Alors, j'encourage vivement les personnes qui suivent le colloque de partager avec nous leurs réflexions et de poser les questions. Je lirai à la fin du colloque ces questions pour qu'elles soient adressées. Et bon, je voudrais remercier les interprètes qui vont assurer la traduction à l'espagnol. Et voilà, je vais donc lire la première question, Monsieur Douban. Donc, malgré les dures épreuves que nous avons eues, ces 18 derniers mois, même 2 ans, quels sont les piliers qui ont fait en sorte que l'éducation ait pu se poursuivre et quels sont les piliers du système éducatif de la République centrafricaine? Monsieur Douban. Elsa, bonjour. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Très bien. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Merci de votre invitation pour me permettre de participer à ce colloque du jour qui porte sur l'éducation à l'époque de la COVID organisé par votre prestigieuse université. En effet, depuis 2 ans, sinon plus, notre monde traverse une des plus difficiles époques de son histoire, où la COVID-19, cette pandémie n'épargnant aucun État, a bouleversé nos vies et modes de fonctionnement. Ainsi, l'école, lieu de socialisation par excellence, a été, comme nombre de secteurs d'activité sociale ou économique, frappé de plein fouet, obligeant les pays, les familles à s'organiser de la manière la plus efficiente pour éviter à nos enfants et jeunes la perte de leur droit essentiel qu'est l'accès à l'éducation. Mon pays, la République centrafricaine, pays pauvre post-conflit, n'est pas resté en marge de cette mutation. Consciente de cette difficulté, elle a immédiatement agi à travers un mécanisme de dialogue regroupant les associations des parents d'élèves, les institutions et des promoteurs et partenaires des établissements publics comme privés d'enseignement en vue de gérer au mieux les enseignements. Je prends 2 exemples, le lycée français et le collège ou le lycée international turc. Eux, ils ont maintenu les enfants à domicile parce que vous savez, ces 2 écoles sont des écoles d'excellence et les enfants issus de ces milieux, de cet établissement sont issus des milieux favorisés. Et donc, par là, avec tous les équipements nécessaires qu'il faut, les connexions, ont pu rester à la maison et bénéficier effectivement de l'enseignement à distance. Mais les familles sensibilisées, comme je l'ai dit, et vous savez que l'école repose sur généralement 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'institution, c'est-à-dire l'État à travers l'enseignant, donc la politique institutionnelle au niveau central par le ministère, les enseignants. Il faut les enseigner et la famille, et puis la logistique et le cadre de vie scolaire. Pour faire l'école, il faut les 3. Et si on ne l'applique pas, il n'y a pas d'école. Et donc, face à cela, il y a eu une bonne organisation, une coordination de la part de l'État qui a permis, et Dieu merci, la COVID n'a pas pu faire les désastres, enfin, les désastres qu'on pouvait avoir, vous pouvez imaginer, parce que vous savez déjà, le ratio élève-classe, ce n'est pas comme les 23 à 25 élèves classe, mais vous savez, ce sont des ratios à pratiquement 65, 50, sinon 65, sinon 100 et quelques dans une classe. Et donc, à partir de là, tout a été mis en œuvre pour qu'on ait d'abord la distanciation sociale, la distribution des masques, ce qui a permis de maintenir l'enseignement in situ et avec tous les risques, je dis bien avec tous les risques, heureusement que les cieux ont été cléments et que nous n'avons pas eu de catastrophes. Le tout était de faire en sorte que le droit essentiel à l'éducation soit sauf pour nos enfants et pour l'avenir, effectivement, du pays. Donc, je dis que l'apport de la famille a été, toutes les familles, a été quelque chose à saluer. Et pour les autres établissements, comme je l'ai dit, l'université, par exemple, a été fermée parce qu'on ne pouvait pas, donc il fallait fermer. Mais en dehors de cela, tout le monde a pris d'énormes risques, mais il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas d'alternative parce qu'il fallait sauver à tout prix l'essentiel pour donner la chance à l'avenir en pensant que la pandémie finira un jour, le pays pourra poursuivre et se relever grâce aux poteaux porteurs que sont nos élèves, nos apprenants, parce que pour nous, l'école reste encore le premier ascenseur social et l'école reste le lieu par excellence de socialisation et l'école reste par-dessus tout l'avenir de notre pays et de notre monde. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement avant d'aborder les autres aspects, notamment l'apport des femmes, l'apport donc dans cette réflexion.
Parfait, merci beaucoup, monsieur Douban. Et donc, avant de justement de parler plus spécifiquement de cette question des femmes et des genres qui est aussi une manifestation non, de la crise et des impacts, pouvez-vous approfondir un peu justement sur ce que vous venez juste de dire, le rôle des familles? Vous avez dit les familles ont joué un rôle essentiel pour assurer l'éducation pendant cette crise. Dans quelle mesure considérez-vous que la responsabilité qui repose sur les épaules est assortie de la reconnaissance des droits correspondants? Que pourrions-nous faire, non? Ou qu'est-ce qui pourrait être fait justement pour accompagner, pour soutenir les familles, pour renforcer justement ce rôle central qu'elles ont dans le système éducatif? Écoutez, la famille ne peut bien offrir ce qu'elle a que lorsqu'il y a un accompagnement de l'État. Parce que hein, c'est toujours ça, le garant du fonctionnement régulier de la vie en société, c'est l'État. Et de la bonne marche de l'État, des moyens mis à la disposition par l'État aux familles à travers les différentes redistributions de revenus. Par exemple, pour les paysans, donc il faut assurer l'achat de leurs produits agricoles pour les fonctionnaires, le règlement des salaires pour les autres agents, donc les contractuels. Tout cela, si l'État met à disposition, effectivement, les moyens à redistribuer à ces familles, naturellement, les familles s'organisent au mieux pour pouvoir le faire parce que tout le monde est dans l'esprit des Africains, particulièrement de notre pays. L'école reste la seule voie de salut pour une ascension sociale, pour le développement du pays. Et donc, les familles ont très bien compris et font d'énormes sacrifices aujourd'hui, en dépit des moyens limités, en dépit de l'accompagnement non suffisant de l'État, font des normes parce que les familles croient en l'école comme seule issue qui peut permettre de sortir de l'ignorance, qui favorise la sortie de la servitude de cette ignorance-là et qui donne les voies à la réussite sociale et faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui deviennent les acteurs et les bénéficiaires du développement de demain. Voilà un peu la conception qui a toujours guidé les États africains et particulièrement le mien pour essayer de travailler de concert avec les familles qui savent exactement, je vous dis, de mon parcours, vous savez, je reste encore enseignant à l'université, mais vous imaginez qu'aujourd'hui, quand bien même le revenu moyen d'un père de famille qui est gardien peut-être d'immeuble ne lui permet pas de faire face à toutes ces obligations, mais vous ne pouvez pas imaginer que cela font des sacrifices énormes pour pouvoir, du fait de la quasi-faillite de l'école publique, pour mettre leurs enfants dans les établissements privés. Donc, essayez de comprendre, c'est pour cette raison que, à travers cette pandémie, le système des Nations Unies et toutes les agences ayant en charge les questions d'éducation devaient mutualiser et les moyens pour pouvoir accompagner les efforts, justement, des États fragiles et des familles à travers plusieurs mécanismes qui permettent effectivement d'alléger le coût de la scolarité des enfants ou encore de permettre à travers les subventions aux cantines scolaires pour créer les conditions afin que les enfants restent dans un environnement qui permette effectivement l'apprentissage et renforcer les structures de soins. Parce qu'effectivement, il a été question d'isoler des gens. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de la non-volonté ou de la volonté limitée des laboratoires de lâcher leurs droits sur les brevets. Ça a été effectivement cette bataille au niveau de l'Africaine. Heureusement qu'avec le mécanisme COVAX de l'OMS, on a pu effectivement mutualiser un peu les forces pour pouvoir obtenir que des vaccins soient donnés, soient apportés aux États du Sud et quelques États, justement, à travers les négociations, ont pu obtenir que les vaccins soient fabriqués soit en Afrique du Sud, soit au Sénégal, mais nous attendons encore. Donc, c'est pour vous dire que face à cette pandémie, il n'y a qu'une démarche à faire. La méthode de s'asseoir, discuter et trouver les moyens
les meilleurs moyens de mutualiser avec beaucoup d'humilité et de volonté d'avancer ensemble parce que c'est une question de survie de notre monde, mais de notre humanité en partage. Voilà ce que je peux dire en l'état de la discussion. Merci. Très bien, merci beaucoup, monsieur Doubanet. Alors, donc pour en venir plus précisément à cette question justement de la dimension de genre, on pourrait dire, non, de la pandémie et comment elle s'est manifestée. Il est clair, nous savons que les femmes, alors les mères, les jeunes filles, les grands-mères ont porté, non, le poids en grande partie de cette pandémie parce qu'elles ont assumé la responsabilité du travail du soin, et ça a aussi voulu dire qu'elles ont subi particulièrement l'impact de la pandémie. Alors, quelles leçons pourrions-nous tirer de cette réalité, non? Et je poserai même la question plus particulièrement, est-ce que vous avez identifié justement des différences plus spécifiquement dans ce qu'a été l'impact de la pandémie, si on regarde aux jeunes filles ou aux jeunes garçons au niveau de l'éducation primaire, secondaire ou à l'université? Est-ce que les impacts sont les mêmes? Est-ce que c'est vécu de la même manière? Et donc, quelles leçons tirer de cette réalité pour le futur? Écoutez, la femme reste la première éducatrice. Hein? Ça, c'est très clair dans notre société. C'est elle aussi la première dispensatrice des soins. Et du fait de ce double rôle, la pandémie a frappé effectivement au cœur des familles cette partie de notre société, c'est-à-dire en sus de leurs responsabilités, parce que c'est elle qui veille les enfants, c'est elle qui assiste les malades, c'est elle, au risque de sa propre vie, effectivement, essaie d'accompagner au quotidien cela. Et je suis sûr que ça ne s'est pas passé de la manière la plus aisée possible, puisque certaines ont payé malheureusement, au prix de leur vie, effectivement, cette responsabilité. Et c'est là où nous inclinons effectivement devant leur regrettée mémoire pour dire, c'est que il faut reconnaître à la femme, effectivement, ce rôle. Et dans les pays du Sud, et particulièrement ceux comme le mien, qui sont défavorisés par le progrès technique, aujourd'hui, où dans les hôpitaux, il n'y a pas de plateau technique, où il y a moins de plateau technique, où il y a le nombre de lits, le ratio lits-malades, c'est effectivement pas assez. Ensuite, quand on voit toute la charge de travail qui revient sur la femme en dehors de tout ce qu'elle fait, mais ça n'a pas été facile. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure des NTIC, le monde est devenu planétaire. Avant, les enfants, à partir de 5 ans, se débrouillaient pour aller seuls à l'école. Mais la pauvre maman, aujourd'hui, accompagne son enfant à l'école et va, à la fin de la journée, le ramener. Et donc, ensuite de cela, et c'est extrêmement difficile pour les femmes, les dames qui travaillent. Hein, parce que quand elles sont dans leurs différentes activités dans les bureaux, on ne perd pas de vue que quand ça ne marche pas à la maison, quand l'enfant est à l'école et dans un contexte de pandémie où on n'a pas confiné les gens à la maison, ben, naturellement, on n'a pas la tête au travail. On se dit, alors mon gamin, est-ce qu'à ce moment, il est dans quelles conditions à la maternelle, à la pouponnière pour certains, à la maternelle, au CP ou au collège, à l'université ou au lycée. Mais effectivement, ça, on ne peut pas, à l'université, c'est relatif parce que ce sont généralement des ados et pour certains de jeunes adultes. Là, le problème se pose moins. Mais c'est surtout la maternelle, donc la préscolaire, le cours élémentaire, le collège et un peu le lycée parce que effectivement, tous les malades, par exemple, de cette tranche d'âge de moins de 18 ans, sont pris en charge dans des hôpitaux ou des centres de soins spécialisés qui sont réservés pour les enfants, donc dans le contexte pédiatrique. Et là, c'est extrêmement difficile parce que, et dans mon pays, vous savez, les structures étant limitées, il a fallu beaucoup de gymnastique. Et puis, effectivement, avec le Saint-Siège qui, je crois, il y a 2 ans, a offert un pavillon, un dispositif au complexe pédiatrique de Bangui, par exemple, à la capitale, ce qui a permis d'élargir le champ d'accueil
des malades, où c'est toujours difficile parce que la même maman qui a 2, 3 enfants, le petit hospitalisé, il lui faut faire la gymnastique entre l'hôpital et aller s'occuper des autres, les accompagner à l'école. Donc, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et cet accompagnement doit être, à mon sens, non, cette responsabilité plutôt, doit être suffisamment accompagnée par l'État et par tous les partenaires qui accompagnent le système scolaire. C'est important si on veut effectivement avoir le résultat escompté par rapport à cette lutte commune contre l'illettrisme pour faire en sorte que notre monde de demain puisse avoir des mains et des cerveaux en même de continuer à bâtir notre monde en paix et développé. Voilà. Merci beaucoup pour ces réflexions. Et pour continuer sur quelque chose qui a déjà été dit, la Covid-19 a bien évidemment creusé ces inégalités, creusé le fossé qui existe entre les riches et les pauvres. Alors, quelles bonnes pratiques pouvons-nous identifier, par exemple en République centrafricaine, pour réduire cette distance entre ces deux groupes? Est-ce qu'il y a eu des initiatives ou des éléments particuliers qui étaient mis en place pour justement éviter que ce fossé continue de se creuser? Et particulièrement, quel rôle peut jouer l'éducation pour élaborer une vision plus large de la société, une société avec moins d'inégalités et une société qui travaillera pour un développement juste et durable? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Écoutez, vous savez, la crise, quand ça s'est dégénéré, automatiquement, tout le monde tremblait. Tout le monde tremblait parce que ça c'est arrivé justement avec toute la communication internationale à travers les médias. Ça a créé une grande frayeur. Des dispositions ont commencé à être prises. D'abord, les dispositions au niveau du cadre hygiénique dans les différentes familles. Parce que cette fois-ci, tout le monde était face à une pandémie qui n'épargne pas les pauvres ou les moins possédants. Malheureusement, pour le regretter, justement, quand les premiers dons des vaccins sont arrivés, il y a eu une sorte de division en fonction des catégories sociales. Parce que l'idée, c'était de faire en sorte que le personnel soignant soit bénéficiaire en premier, les responsables de sécurité et de la haute administration, un certain nombre de fonctionnaires, pour essayer d'être dans des conditions de santé à même d'offrir donc, aux autres. Comme on le dit, il faut d'abord sécuriser ceux qui se mettent au service des autres pour pouvoir obtenir cela. Je dis encore, le ciel a été clément avec nous, que les castes ont été moindres. Et les premières castes, malheureusement, ont commencé parmi la haute administration. Parce qu'effectivement, les premières personnes qui ont été victimes, c'était les médecins et c'était des personnes à poste à responsabilité. Et donc, il fallait essayer de parer au plus pressé pour pouvoir vacciner un peu la majorité des actifs pour permettre effectivement à ceux-là de continuer à porter les catégories sociales défavorisées. Et quand les premières doses ont été distribuées, automatiquement, dans l'attente des deuxièmes doses, le deuxième stock est arrivé et c'est là où effectivement on a commencé à penser aux autres. Ce qui a fait qu'il y a eu une sorte de régulation pour faire en sorte que tout le monde soit à peu près à une dose près sur les 2 à 3 premiers mois. Et pendant qu'arrivait le troisième mois, on allait vers la deuxième dose pour les premiers. Et donc, ce qui faisait qu'un jeu d'équilibrisme qui permettait effectivement de tenir compte de tout ça,
Mais la leçon à tirer, c'est quoi? La leçon à tirer parce que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire parce que dans les structures de soins, comment vous appelez, les respirateurs étaient en nombre illimité, pardon, en nombre extrêmement limité. Hein. Je ne veux pas vous faire le sens des chiffres parce que c'était gravissime. Et donc, face à cela, quel malade pouvait-on entuber et lui donner la chance à travers la respiration assistée de survivre et qui lâchait hein, entre les plus âgés ou les plus jeunes. Donc, c'était effectivement quelque chose de pas sain à expliquer ici, mais ce sont des réalités. Et donc, cela prouve quoi? C'est qu'effectivement, quand nous avons une certaine accalmie et qu'il y a un certain matelas de sécurité financier qui permettent de faire des investissements, je crois que c'est en ce moment d'accalmie qu'il faut anticiper. C'est vrai que cette fois-ci, ça a touché le monde entier et chacun, effectivement, essayait de s'auto-protéger avant de penser à d'autres. Mais donc, c'est gérer en bon père de famille le peu qu'on avait, donc en projetant ou en essayant de sécuriser un peu, pas le plus grand nombre, parce que je ne peux pas dire la totalité, ce n'est pas vrai. Les moyens étant limités, et en termes de politique de protection, c'est général. Hein, on ne peut pas dire, voilà, il faut sectoriser pour prendre en compte cela et laisser cela. Donc, la leçon aujourd'hui, c'est gestion en bon père de famille du peu de ressources qu'on a et faire en sorte qu'on ne laisse pas sur le bas-côté les défavorisés. Et c'est là, c'est toute la notion de la gestion en bon père de famille de l'État qui se place. Et maintenant, seul, on peut le faire, mais avec les autres, on peut mieux faire. D'où effectivement la mutualisation dans un cadre intégré, dans un cadre international pour essayer de faire en sorte que les fractures soient réduites, pas éradiquées. Hein, l'idéal, c'est ça, c'est éradiquer. Mais faire en sorte que le plus grand nombre soit sauvé afin de continuer à porter notre monde. Voilà un peu ce que je peux dire, mais vous savez, c'est un sujet qui est extrêmement délicat avec beaucoup de questions d'éthique là-dedans. Donc, parfois, on marche sur les œufs parce que les médecins, quand ils sont débordés, effectivement, n'ayant pas de moyens, eux-mêmes fatigués, eux-mêmes en proie à la contamination, est-ce qu'on peut faire le choix? Ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils sont face à des réalités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, les questions de respirateurs, c'était extrêmement difficile. Et je me souviens, puisque à un moment, on s'est retrouvé face à 3 médecins qui étaient malades et 2, vous savez, un médecin, c'est quand même, c'est des professeurs, alors c'est plus bac plus X, donc plus 10, 15. Alors, faut-il brancher le médecin ou le débrancher pour sauver le général qui est en train de mourir? Hein, le choix est cornélien. Mais voilà un peu des situations dans lesquelles on s'est retrouvé dans le cas de mon pays. C'est une réalité que je vous dis. Mais tout cela nous amène à dire aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Il y a ceux qui sont favorisés, ceux qui sont un peu favorisés, ceux qui sont moins favorisés. Face à des problèmes de ce type, une seule occasion, s'asseoir, se parler avec beaucoup d'humilité et faire en sorte qu'on trouve les meilleures solutions qui permettent de contenir, sinon de limiter quelque chose qui peut mettre en cause toute notre humanité. Voilà. Parfaitement, oui, je crois que c'est tout à fait juste ce que vous dites. Mais donc, pour en revenir plus spécifiquement au rôle de l'éducation, parce que vous parliez justement là du manque de médecins, du manque de personnel qualifié, ça c'est quelque chose aussi qui est directement en lien avec la question éducative, c'est-à-dire combien de personnel qualifié, personnel médical il y a-t-il. Donc,
quel rôle peut jouer l'éducation pour cette vision plus large d'une nouvelle société, non, justement, et ça a beaucoup à voir avec ce que vous disiez, cette conversation. Et, et pour en venir aussi à l'autre question que nous voulions vous poser, pour surmonter cette crise, parmi les meilleures pratiques, il y a eu justement ce dialogue dont vous parlez, non, entre les différents réseaux de l'éducation, entre différents acteurs. Et la clé a été de travailler ensemble en considérant justement l'éducation comme un bien commun, pas seulement un bien au niveau de l'État, mais aussi au niveau global, vraiment quelque chose, un bien global qu'il faut défendre, qu'il faut protéger et auquel il faut doter, non, des moyens nécessaires. Alors, comment pouvons-nous construire, non, des systèmes éducatifs qui tiennent compte de la voix de tous les acteurs pour surmonter cette crise? Justement, vous parlez de dialogue. Alors, pour en revenir plus précisément à la question de l'éducation, ce dialogue en matière d'éducation, que diriez-vous à ce sujet? Écoutez, je suis un militant de l'école. Je suis un militant de l'école. Je parle devant vous parce que je suis le fruit, comme vous certainement, de l'école. Il ne peut y avoir de richesse que d'hommes, nous disent les anciens. Et j'ai toujours dans mes responsabilités, d'abord pour faire la bonne école, il faut réserver le minimum qu'on peut réserver dans un budget pour l'école, pour faire un début de bonne école, c'est 25 à 30% du budget de l'État. Et pour les pays qui ont compris, ils peuvent aller, si on ajoute la recherche, jusqu'à 40% du budget de l'État. Pourquoi? Parce que quand vous voyez tous les ordres d'enseignement, quand vous ajoutez la formation professionnelle, j'appelle toujours ça, l'école, c'est l'intelligence des cerveaux et des bras. Parce que dans le passage de l'apprentissage, qu'on parte de la préscolaire au supérieur, il y a des évasions ou des évaporations pendant le système. Mais tous ceux qui sortent du système pendant ce parcours, puisque tout le monde n'est pas doué pour faire l'enseignement supérieur, il y a d'autres qui ont besoin de l'alphabétisation pour s'arrêter sur les 5 premières années ou les 6 premières années. Ça leur permet d'avoir les outils pour s'insérer dans la vie. Ceux qui sont au collège vont continuer jusqu'à la fin du lycée. Ceux qui vont aller dans le supérieur général, ils vont poursuivre. Et justement, on parle de médecins. Les médecins sont des enseignements extrêmement longs et coûteux. C'est comme l'enseignement technique et professionnel, où le budget requiert beaucoup de financement. Et donc, c'est une question d'abord de volonté politique, d'organisation, de méthode, donc avec des bonnes planifications pour essayer effectivement de faire une redistribution des moyens, que ce soit humains, financiers, logistiques, et puis les faire marcher, les évaluer au fur et à mesure de l'évolution de chaque contexte. Donc, si l'on procède de cette manière, naturellement, l'école, comme on le dit toujours, entre la sage-femme et l'instituteur qui passe en premier, il y a un qui accueille la vie et l'autre façonne la vie. Donc, les deux, donc éducation et santé, à mon sens, doivent être des secteurs prioritaires qui ne doivent pas être considérés comme des secteurs sociaux, bien au contraire des secteurs économiques parce que c'est porteur du développement sur le long terme. Et donc, aujourd'hui, en remettant l'école au centre de préoccupation, parce qu'on dit éducation, mais moi, je préfère toujours le terme d'école ou d'instruction en public, si vous le voulez, mais ça offre la voie à bâtir un autre monde qui nous permet d'avoir des acteurs et des citoyens responsables qui seront véritablement les porteurs et bénéficiaires du développement. On ne peut pas mettre de côté l'école. Je comprends que les questions sécuritaires restent aujourd'hui des enjeux dans nombre de pays. La lutte contre effectivement le terrorisme et autres sont des priorités, mais rien ne remplace l'école. Et il faut donner les moyens suffisants à l'école pour essayer de garantir la paix de demain, le développement de demain, la sécurité de demain.
Et cela doit se faire toujours, quoi qu'on dise, dans un cadre mutualisé de dialogue. Ceux qui en ont, ils apportent. Dans le basket fund, pour essayer, le problème n'est pas de mettre dans le basket fund, mais le problème, c'est de redistribuer et de manière à ce que toutes les chaînes du système soient alimentées de façon à ce que quand on entre au début, on sorte à la fin avec une possibilité qui permette de refinancer tout le dispositif. Voilà un peu, peut-être je parais un peu plus philosophique, mais je crois que c'est de cette manière-là que nous pouvons procéder pour pouvoir avoir et garantir tout ce qui a trait à l'éducation. Voilà. Parfait. Merci à nouveau pour cette réflexion. Et pour clore un peu le débat, enfin, moi j'aurais beaucoup de questions à vous poser parce que je trouve que c'est un sujet passionnant. Mais donc après 1 an et demi de crise, enfin 2 ans, maintenant, en fait plus de 2 ans maintenant, quel changement devrait être fait, non, pour que nos systèmes puissent réagir? Quels apprentissages pouvons-nous tirer de tout cela pour réagir face à de nouvelles crises? Et comment peut-on établir des bases à moyen et à long terme qui permettront de renforcer le système éducatif et de construire de meilleures bases pour l'économie, la science et la cohésion sociale? Parce que, par exemple, vous disiez au tout début, l'université, elle a été fermée. Et ça, c'est vraiment une tragédie, non? Donc, donc, quels apprentissages, que pouvons-nous faire pour être plus, on va dire, résilients? Ce terme est très à la mode, mais que pouvons-nous faire, non, pour réagir? Quels apprentissages? Merci. À quelque chose, malheureusement, la crise est venue, la pandémie est venue nous révéler effectivement nos insuffisances, nos incapacités et nous montrer les limites de nos anticipations. On s'est toujours battu en Afrique, par exemple, pour dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire la bonne école, il faut l'État, il faut les familles, il faut le cadre de vie scolaire avec les moyens, tout ce qui est didactique et tout cela. Mais on l'a fait aussi sur la base en se disant, le ratio élève-maître, c'est X, élève-classe, c'est X, mais très rapidement, quand il s'est agi avec le Covid de faire la distanciation sociale, sur les bancs d'école qui étaient réservés pour 3 à 4, il fallait réduire à 2 pour effectivement faire la distanciation, distribuer les masques et autres. Mais déjà, cela pose des questions du nombre de salles de classe qu'il faut désormais planifier parce que nous ne sommes pas à l'abri des infortunes diverses de l'avenir. Donc, il faut planifier aujourd'hui pour renforcer le bâtiment scolaire, donc l'équipement scolaire. Ensuite, il faut renforcer, mais avant les bâtiments, c'est d'abord les hommes. C'est remettre l'enseignant au cœur du dispositif. Et je suis sûr qu'il y a des enseignants qui ont été contaminés et qui sont morts. Donc, ne pas limiter la formation, bien au contraire. Donc, former les enseignants. Augmenter le nombre de classes. Ensuite, travailler de façon à ce que les budgets alloués à l'éducation nationale dans le budget général de l'État soient augmentés de façon à ce que, effectivement, on fasse ces investissements pour pouvoir obtenir cela, mais dans le cadre national, avec l'appui, effectivement, des partenaires de l'école. Je vais parler de toutes les agences du système des Nations Unies, l'UNESCO, voilà, qui travaillent, UNICEF aussi, sur la primo en France, qui travaillent sur ce dispositif-là. Deuxièmement, il faudrait que l'éducation, qui a toujours été considérée comme un droit essentiel, devienne effectivement une propriété universelle, une priorité universelle, parce que c'est une question de la survie de notre monde en partage. Il n'y a que les hommes et les femmes nés aujourd'hui qui sont les porteurs
du développement de demain. Donc, investissons dans ce champ qui est le champ de l'école. Seul, en tant qu'État, mutualisé en tant qu'État dans des cadres sous-régionaux, régionaux, universels et internationaux. Donc, voilà un peu comment il faut faire. Seul, il faut d'abord cette volonté de faire, mais en ouvrant, parce qu'on sait que seul, on est limité et il faut vraiment, vraiment voir la question des dotations dans le budget de l'État à l'éducation sur toute la ligne, parce qu'il y a d'autres qui disent, enfin, classique pour la Banque mondiale, il faut privilégier l'apprentissage sur le premier degré et après on verra. Il y a d'autres qui disent non, 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 l'enseignement supérieur coûte extrêmement cher. Je sais que c'est l'enseignement technique et professionnel qui coûte cher parce que c'est un double apprentissage théorique et pratique. Et donc, il faudrait vraiment qu'on ait une grande volonté politique, c'est du volontarisme à faire parce qu'il faut croire en l'homme. En croyant en l'homme, on peut effectivement faire des prouesses. Et pour faire des prouesses, il faut l'éducation et la recherche. C'est la recherche qui nous amène l'innovation. S'il n'y avait pas effectivement le numérique pour le développement du numérique aujourd'hui, s'il n'y en avait pas, je crois que, surtout pour les États du Nord, l'enseignement à distance qui a permis de maintenir les enfants dans leur cadre de vie familial et puis dispenser des enseignements, s'il n'y avait pas cet appui, cet accompagnement numérique, les investissements justement dans les NTIC, ben, je suis sûr que nous serions revenus à des situations beaucoup plus compliquées à gérer que nous le disons aujourd'hui. Donc, l'école, investir en l'école, l'investir en l'école et le dialogue entre les différents partenaires au niveau national, au niveau sous-régional, régional et international. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Notre bien commun. Comment? L'école reste notre bien commun. L'éducation, c'est notre bien. Absolument. Bon, je crois qu'il y a justement, en reprenant cette expression qu'utilisait Ignace au début, beaucoup de nourriture pour le débat, de food for thought. Moi, j'aurais plein de questions, mais bon, nous avons abordé donc les questions prévues initialement. Avant éventuellement de poser moi quelques questions en plus, s'il y a des questions parmi l'audience, si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas, je pense que c'est une excellente occasion justement pour essayer d'avoir cette réflexion sur les défis de l'éducation, non, et particulièrement suite à la pandémie. Si je peux me permettre quelques questions ou quelques réflexions, j'aimerais savoir, est-ce que l'Union africaine, par exemple, a réagi d'une manière particulière en matière d'éducation? Parce que moi, j'ai entendu parler de beaucoup d'initiatives au niveau de l'État, parce que justement, par rapport à quelque chose que vous avez justement mentionné à l'instant, un des grands défis de cette pandémie est précisément lié au manque d'accès à l'électricité ou à Internet, qui évidemment a impossibilité totalement de basculer d'une éducation présentielle à une éducation virtuelle. Et ça a été une des grandes manifestations de l'inégalité au niveau global, parce que justement, c'est une transition qui a été plus facile en Europe et dans les pays bon, mais les plus riches, mais même s'il y a aussi eu des inégalités au sein de nos pays, parce qu'il y a évidemment des classes sociales qui ont eu du mal, parce qu'elles n'ont peut-être pas un ordinateur pour tous les membres de la famille. Donc les défis, ils existent partout, mais c'est bien évident qu'il y a des pays qui ont beaucoup plus souffert, non, de ces défis. Et la réalité n'est pas exactement la même partout en Afrique. Donc, pour en revenir à ma question, est-ce qu'il y a eu des initiatives particulièrement de l'Union africaine pour essayer de coordonner un peu ou d'accompagner les États dans cette réponse, non, à la pandémie et aux impacts de la pandémie dans l'éducation? Oui, mais très rapidement, quand la pandémie
a commencé, l'Union africaine, effectivement, s'en est préoccupée et a tenu plusieurs réunions sur le sujet. Et il fallait effectivement trouver les moyens pour pouvoir contenir la pandémie. Je crois qu'elle a commencé par décaisser les premiers fonds pour essayer, avant même que le système de COVAX ne soit mis en place, pour essayer de créer une sorte de basket de vaccins à charge pour être redistribué dans les États. Ce qui a été fait. Déjà, il fallait sauver la matière, donc l'homme. Et maintenant, penser sur ce qui pouvait être fait dans le cadre sectoriel. Et là, je crois que du fait que l'Union africaine pensait globalement, et son mode de fonctionnement, c'est toujours effectivement les centres régionaux, puisque elle a divisé l'Afrique en plusieurs régions. Donc, pour essayer, c'est toujours dans un cadre mutualisé, pour essayer effectivement de contenir avec peu de moyens, justement, ce qui était là. Et donc, ensuite, quand certains États aussi ont compris, ont, tout en distribuant des vaccins aux États, mais ont donné des stocks suffisants à l'Union africaine parce qu'elle avait les possibilités de faire une péréquation qui permettait effectivement d'aider ceux qui étaient le plus défavorisés parce que l'Afrique, elle est aussi dans ses inégalités en termes de développement. Donc, voilà, mais c'est surtout sur les épaules des États que tout le poids de l'organisation face à la pandémie, du nouveau mode de fonctionnement au regard de la pandémie, comment s'adapter, comment effectivement essayer de faire en sorte que les choses, parce que ça a été l'effet de surprise. Et face à ça, tout le monde a été, comme on le dit, sonné un moment. Et ce n'est que quelques temps après qu'on a commencé à réorganiser parce qu'effectivement, de voir au niveau des structures de santé, au niveau des plateaux techniques, au niveau des capacités en termes de personnel et autres. Donc, vraiment, ça a été une occasion de remise en cause fondamentale. Et maintenant, ça nous amène à, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de responsabilité, mais maintenant, adapter nos projections en fonction du vécu pour fonctionner différemment demain. Et je crois qu'au sortir de cette pandémie, tous les États du monde, grands ou petits, vont raisonner autrement. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai eu l'impression de voir avant quelqu'un ouvrir le micro. Vous pouvez écrire sinon sur le chat la question. Et même, vous pouvez poser des questions en espagnol, non, je crois, si quelqu'un... Absolument. Ouais. Voilà, je voudrais juste dire un mot, si vous me permettez. Oui, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, qu'on puisse vous connaître? Merci. Je suis Denis Achef Lenga. Je viens du Tchad, donc Monsieur Deban. Bonjour, cher voisin, cher frère. Salut, salut. Alors, je suis présentement à Comillas, où je suis en train de faire une thèse en pédagogie. Voilà. Enchantée de faire votre connaissance et de vous savoir si près. Il faudra qu'on se rencontre un jour. Voilà, merci. Il y a beaucoup de choses que M. Deban a dites qui sont vraies. Je connais pas bien notre sous-région plutôt. Je connais plutôt mieux l'Afrique de l'Ouest. Je me trouvais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, quand cette pandémie a surgi. Voilà. Donc, nous avons été effectivement pris comme ça de coup par la pandémie. Ça, il faut le dire. Nous avons été vraiment surpris, pris de coup. Vous voyez, nos États, ce sont des États fragiles. Fragiles sur plusieurs points. Sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, c'est des États vraiment fragiles, institutionnels. Vous voyez, des États avec des économies si fragiles et qui doivent faire face à plusieurs difficultés.
voyez, la sous-région à laquelle nous appartenons, l'Afrique centrale, mais vous voyez, avec un budget si maigre, et on doit combattre un ennemi qui est là et qui sème la terreur, qui est le fondamentalisme, le terrorisme, si vous voulez. Vous voyez? Et donc, une partie importante du budget de nos États va déjà dans la lutte contre le terrorisme. Et ce qui fait que d'autres secteurs clés de la vie sociale sont comme ainsi délaissés. Et l'éducation en est justement le parent pauvre de cette situation-là. Vous voyez, l'éducation qui devrait plutôt bénéficier d'une attention accrue de nos États souffre parce qu'il y a d'autres réalités. La sécurité est importante. On ne peut rien bâtir tant qu'il n'y a pas de sécurité. Vous comprenez? Et donc, la réalité qui était plus ou moins limitée en Afrique centrale s'est transposée aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et au-delà encore, l'insécurité, c'est partout. Le Mali, le Niger, le Burkina, partout. Vous voyez? Et donc, du coup, les États n'ont plus l'attention nécessaire, n'ont plus de moyens nécessaires pour investir. Donc, vous avez la question d'abord de l'extrême pauvreté, qui est là, qui est une réalité. Et à cela s'ajoute aussi une insuffisance d'accès à l'énergie. Vous voyez? Comment voulez-vous qu'on passe d'une méthode classique présentielle à un enseignement à distance quand à peine 30% de nos populations ont accès à l'électricité? C'est impensable. C'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile, vous voyez. Les capitales essayent, vous voyez. On peut contenir la situation dans les grandes villes, mais quand on entre un peu plus en profondeur, on sent que c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Et moi, puisque j'ai fait partie d'un comité de réflexion de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, je faisais partie de la commission qui devait aider le pape François à avoir continuellement, en temps réel, être informé en temps réel des difficultés liées à la fois au monde de l'emploi, du travail, parce que, et ça c'est un problème sérieux, beaucoup ont perdu leur emploi, parce que la COVID, ou le Covid si vous voulez, n'a pas affecté que le monde de l'éducation. Le monde du travail, tous les secteurs de la vie ont été vraiment affectés. Et il fallait réfléchir aussi à cela. Le secteur du tourisme a été affecté. Tout à fait. Combien de familles vivaient du tourisme? Vous voyez? Et nous, notre système, ce n'est pas le système européen. Une famille, ce n'est pas le papa, la maman et un enfant. Non, une famille, c'est une immense responsabilité. Vous voyez? Et quand vous prenez un monsieur qui travaille, un père de famille ou une mère de famille qui travaille dans un secteur de tourisme, ça veut dire combien de personnes elle a sous sa responsabilité. Et du jour au lendemain, elle se retrouve sans travail. Vous imaginez les conséquences, les répercussions que cela a sur toute une chaîne. Vous voyez? Mais voilà des réalités. Et donc, cette situation nous a profondément affectés. Nous n'avons pas d'infrastructure, d'abord éducative solide. Ça, il faut le dire. Nous n'avons pas accès à ces technologies que vous avez. Je ne parle pas de l'Afrique en général, il y a quand même des exceptions. Il faut toujours, quand on parle de l'Afrique, il faut parler des Afriques. Parce qu'il y a des exceptions. Des exceptions. Voilà. Donc, moi-même, comme Africain, quand je parle de l'Afrique et que je quitte même le Tchad pour la Centrafrique, il y a des réalités. Quand je passe de la Centrafrique au Cameroun, il y a des réalités. Ainsi de suite, donc il faut tenir compte de ces paramètres. Voilà. Mais nous avons quand même grandi. Nous avons pris conscience qu'il faut faire un effort, qu'il ne faut pas attendre simplement. C'est vrai qu'à seul, on ne peut pas tout faire. Il faut, d'où M. Douban disait, il faut un dialogue. Oui,
il faut réunir. D'abord, il faut dialoguer avec les forces vives de la nation. Il faut réunir tous les acteurs. Il faut réunir tous les acteurs. Et cela, c'est les dirigeants qui doivent réunir autour de tous les acteurs pour dire, voici les réalités, que devons-nous faire? Et partir de ces réalités et inclure progressivement les acteurs aussi, internationaux, pourquoi pas, dans le débat. Inclure la société civile qui est une force vive. Vous voyez, la société civile, nos États ont peur de la société civile. Non. Cette situation nous a fait prendre conscience qu'il faut inclure. Il faut inclure dans le débat les forces vives de la nation si on veut sortir. Et on sortira grandi. Oui, on a eu la chance, peut-être à cause de la jeunesse de notre population, qu'on craignait le pire. Mais bon, Dieu fait grâce, on est sorti de là avec moins de casse. Mais sur le plan éducatif, on a beaucoup à apprendre. Et on a des efforts à faire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Voilà. Merci énormément, Monsieur Cheflengar, pour cette réflexion. Rapidement, Monsieur Douban, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qui vient d'être juste partagé avant de clore le débat, étant donné qu'il n'y a pas plus de réponses. Je passerai après le micro à Ignacy. Écoutez, notre ami Cheflengar a dit, effectivement, est allé dans la droite ligne ce que nous avons dit en fonction des réalités sur le terrain. Et je n'ai pas beaucoup à dire en prenant en compte ces contributions. Je dis que nous avons aujourd'hui beaucoup de responsabilités en tant qu'État pour pouvoir exactement redéfinir, tout en sachant que la question sécuritaire reste une préoccupation, nous projeter en dépit de tout vers l'avenir. Et si on veut offrir un autre avenir à notre jeunesse aujourd'hui, il nous faut absolument, dans un cadre intégré, dans un cadre de dialogue, mutualiser les moyens et les forces pour pouvoir nous projeter et offrir à cette jeunesse un avenir. Et cet avenir passe forcément par l'éducation. C'est une affaire d'abord des États, suivi des familles et de toutes les organisations de nos communautés, et le tout avec, puisque c'est un bien commun, l'école, l'éducation, les agences du système des Nations Unies, les partenaires de l'école, les partenaires internationaux, pour essayer effectivement d'offrir un autre avenir à notre monde qui ne peut passer sans l'école. Voilà ce que je peux dire pour oser et croire que demain sera différent, que cette pandémie nous a permis effectivement de dire que nous sommes fragiles et que nous devons nous organiser au mieux pour essayer d'affronter les autres défis qui se dressent devant nous sur la voie du développement. Merci. Merci énormément à tous ceux qui ont suivi le colloque, en tout particulier à Monsieur Douban. Et bon, Ignacy. Simplement, voilà, je voudrais remercier M. Douban. Ça a énormément de mérite parce qu'on pensait en colloque, mais ça terminait pour être un one-man show, mais ça a été très enrichissant. Moi, je trouve que c'est... On parle, nous, depuis Genève, nous, qu'on travaille avec beaucoup des organisations internationales, on parle beaucoup des profs, on parle beaucoup de tous ces écosystèmes éducatifs, mais parfois, je trouve qu'il nous manque ces dialogues avec des personnes qui connaissent bien la salle à machine de l'éducation, pour qu'à la fin, sont ceux qui vont prendre les décisions finales, qui vont désigner, qui vont savoir à qui on fait confiance. C'est pourtant que ces dialogues, c'est très enrichissant pour nous. Je remercie beaucoup voilà, ces échanges qu'on a eus. Et je retiens le mot que vous avez dit à la fin, quand on parle d'éducation, on parle de responsabilité. Aujourd'hui, juste, j'ai pensé à cette phrase de la philosophe Hannah Arendt qui disait « L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité et de plus les sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ces renouvellements et sans cette arrivée des jeunes. »
Et je pense que ça résonne pas mal avec votre réflexion. Et c'est ça, à la fin, éducation et responsabilité ce sont des mots qui vont ensemble et essentiels pour penser l'avenir, pas seulement de l'Afrique, mais aussi de l'humanité. Alors voilà, je termine là. Je profite aussi pour remercier à l'Université de Comillas pour pérenner et faire possible cet événement. Et encore une fois, à vous, M. Douban, et à Elsa aussi pour permettre et entretenir cet événement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.